Et 11h06, l'arrêt de la chaîne de télévision C8 ce soir à 23h59. La chaîne aurait dû fêter dans un mois ses 20 ans. C8 vit ses dernières heures après une décision de l'Arcom, alors qu'elle était la première chaîne de la TNT, une décision prise par 9 membres, vous le savez, le président de l'Arcom nommé par le président de la République, les autres membres par les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat, le Conseil d'État. Bref, c'est une décision pour le moins politique. Mais après, on nous dit que ce n'est pas une décision politique et on retiendra que la gauche, les syndicats, la Macronie, personne n'a pris la parole. Je pense qu'il faudra revoir dans le futur le rôle de l'Arcom, parce que je ne pense pas qu'une autorité indépendante, si indépendante que ça, puisse interdire un média. Vous vous rendez compte? Ça n'est jamais arrivé en France. Mais dans quel pays on est? Ça serait arrivé en Corée du Nord ou au Venezuela, c'est arrivé d'ailleurs. On aurait dit, ben c'est normal, on n'est pas dans une démocratie. Mais ne vous trompez pas, les gens qui nous dirigent vous méprisent, Franck. Fondamentalement, j'ai entendu aujourd'hui des gens comme Attali, tout ça, ils vous méprisent, ils méprisent le peuple. Je vais vous dire une chose. Voilà, et ils s'en servent, ils font croire que, ils pensent à la société, mais au fond, ils n'ont que du mépris pour les gens qui regardent des émissions qu'eux ne regardent pas, d'ailleurs, parce qu'ils sont peut-être plus intelligents et plus cultivés que d'autres, hein. Ça c'est très possible. Mais au fond, ils n'aiment pas beaucoup, entre guillemets, les gens du peuple. Pascal, je peux vous poser une question? Oui, je peux vous poser une question? Oui. D'accord? Est-ce que vous trouvez normal que dans une démocratie normale, d'accord, on n'est pas dans une dictature, il y a une chaîne de télé qui plaît pas, on la fait fermer, d'accord, et personne ne dit rien, et tout le monde marche au pas, d'accord? Mais on est en France, dans une démocratie normale, ça doit pas arriver. Mais une visite, franchement, non pas déconcertante, mais qui a fait la preuve de la quasi-omnipuissance de M. Trump, premier ministre qui était très, comme je le disais, doux, et qui adoptait un discours qu'on n'a pas entendu beaucoup dans sa bouche depuis qu'il est premier ministre, c'est-à-dire qu'il parlait de cette paix qui est à portée de la main. C'est pour dire que le paradigme a beaucoup changé, parce que Mario, il y a quelques semaines, peut-être quelques mois, en tout cas je peux te dire que en Europe, c'était probablement vrai au Canada et en partie aux États-Unis, on ricanait de l'intention de M. Trump d'arriver à une solution pacifique, négocier une paix entre l'Ukraine et la Russie. Alors on dira c'est pas exactement ce qui se passe, on impose des conditions à l'Ukraine, mais partout, ce dont on parle, c'est de la paix possible, avec presque une espèce de petit trémolo dans la gorge pour M. Macron et M. Starmer hier. Donc, ce qui était inexistant sur les écrans radars il y a quelques semaines est devenu quelque chose de tout à fait réalisable. Qu'on surveille ça à 11h, l'arrivée du président Zelensky. Ça va quand même être un moment là, symbolique très fort, les images, tout ça, on a hâte de voir ça, c'est avant midi. C'est un événement fondamental dans les 5 dernières semaines de la présidence. Il s'insultait la semaine dernière. Zelensky dit il est dans une bulle de désinformation, il le traite de dictateur illégitime. Et aujourd'hui, ils devront faire ami-ami, sourire et serrer la main, puis peut-être signer le fameux deal. Stéphane, bonne journée, bonne fin de semaine. Cette paix pour laquelle nous nous battons, nous marchons, nous crions, nous hurlons, nous manifestons inlassablement depuis des mois et des années. Cette paix est à portée de main. Alors sommes-nous, nous Français, libérés? Non, bien sûr, sinon on ne serait pas là. Notre libération ne viendra pas de l'étranger. Notre libération ne viendra pas ni de Musk, ni de Kennedy Jr., ni de Trump, ni de quelconque personnage, chef d'État, dirigeant à l'étranger. Non, mes chers amis, chers résistants, chers patriotes, notre libération, c'est nous qui devrons la faire, c'est nous qui la ferons, elle viendra de nous-mêmes. Alors on a du pain sur la planche, car tous les dingues qui squattaient Washington depuis des décennies et qui sont chassés trouvent refuge à Bruxelles. L'État profond a fait ses valises, ses bagages, il a déménagé, il a quitté Washington et il s'installe dans la capitale européenne. Vous me direz,
l'Union européenne était, dès les origines, très disposée pour ça. Mais elle est devenue officiellement, depuis le 20 janvier, le siège mondial de l'État profond. Et donc le siège mondial de la corruption, de la censure et de la guerre. Le 20 février, une nouvelle rencontre a eu lieu en Arabie Saoudite, la première des chefs de la diplomatie russe et américaine depuis le début de la guerre. Le même jour, l'ancien conseiller américain à la sécurité, Keith Kellogg, rencontrait à nouveau le président ukrainien dans un contexte de tension croissante entre les deux pays. Pas étonnant, sachant que l'Ukraine est exclue des négociations. Si la situation est anormale aux yeux des observateurs européens, ce n'est pourtant pas inédit dans l'histoire, et c'est un indice de plus qui désigne l'Ukraine comme la grande perdante de ce conflit. L'Allemagne aussi était absente lors de la conférence de Yalta ou lors de l'élaboration du traité de Versailles, et plus récemment, les négociations entre les États-Unis et Israël se tiennent sans les Palestiniens. L'autre grande exclue des débats, c'est l'Union européenne qui se cherche un peu de contenance face à une telle démonstration de force et qui observe impuissante l'Amérique de Trump faire à sa façon ce qu'elle aurait dû faire elle-même, régler le conflit ou l'empêcher. Ils portent costume, chemise et cravate, ne se déplacent pas sans attacher caisse et ne dorment jamais loin de leur calculette. Ce sont les investisseurs, attirés par l'odeur de centaines de milliards de dollars de nouveaux contrats comme des papillons par la lumière. Avec les espoirs de paix, l'Ukraine dévastée devient un immense marché qu'il faut conquérir au plus vite avant que d'autres ne le fassent à votre place. Donc là-dessus, il faut le dire, c'est pas nouveau, c'est comment le monde fonctionne. Expliquez-moi notre alliance avec l'Arabie Saoudite. Hein? Il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Mais finalement, tout est dans la manière que ça a été fait. C'est surtout ça, là. Exact. Et on manque pas, notons, Richard, en terminant, et c'est ce qui est triste, on ne manque pas d'alliés devenus ennemis, hein. Kadhafi a été notre ami, Saddam a été notre ami, Noriega a été notre ami. On n'en manque pas. Puis moi, j'ai bien peur que c'est ce que je veux dire par Zelensky est en train un peu de se Saddam Husseiniser, malheureusement. Question. Est-ce que vous êtes une femme? Je sais pas, je suis tout et rien. C'est quoi une femme? Exactement, c'est pour ça que je sais pas si je suis une femme, parce que je sais pas ce que ça veut dire être une femme en fait. Est-ce que vous considérez femme? Non. Vous êtes quoi alors? Non-binaire. Non-binaire. Vous pouvez nous dire un peu ce que ça représente? Ça fait longtemps que je pense que je suis comme ça. Je suis, je dirais, agenre. Ça veut dire que je me reconnais dans aucun genre et je vois pas. Ça semble assez logique pour moi en fait. Je vois pas l'intérêt de me dire femme ou je. Comment vous définiriez une femme aujourd'hui? C'est quoi? C'est biologique? C'est la maternité? C'est le rôle d'une femme dans la société? Comment on définit une femme aujourd'hui? Une femme, ça a plusieurs sens. Déjà, il y a la femme en tant que genre. Donc les gens qui se ressentent femmes, qui se disent femmes elles-mêmes, parce que c'est la personne qui est apte de décider si elle est une femme, oui ou non. Et il y a aussi l'aspect de femme comme classe sociale en opposition à mais est-ce que c'est pas une personne qui est biologiquement capable de menstruer, de faire des enfants? Non, ça n'a rien à faire avec le fait d'être une femme. C'est pour ça que je vous pose la question. Alors, pour moi, le genre, en fait, c'est encore une fois une concession sociale. Du coup, c'est difficile de définir ce que c'est qu'une femme à base, enfin, sur des données biologiques. Ça l'a jamais été pendant 3000 ans. You really believe that in 1969, when televisions were still in black and white, and folks were still using rotary fucking phones, and most new cars sold in the United States didn't even have power windows or fucking air conditioning, that we just strapped two cowboys into what was essentially a fucking Coke can with a Chevy small block attached to it, and just launched them motherfuckers out into orbit on nothing more than a hope and a fucking dream, and somehow managed to land that glorified bottle rocket safely on an uncharted lunar surface, where they then got out and played hopscotch for a few hours, and then they got right back inside that motherfucker, and then somehow managed to launch themselves back off the goddamn moon with no infrastructure. And then a few short weeks later, they landed safely back on Earth. You really fucking believe that happened? God damn, you're a gullible son of a bitch. I bet you still believe in fucking Santa Claus, you goofy bastard. Et n'oubliez jamais que c'est vous, hein. C'est vous qui décidez, ou pas d'ailleurs, de regarder cette chaîne. Elle vous est destinée. Mais qui a le droit de vous en priver sans vous le demander? Donc, on vous méprise et on vous trahit. Et c'est là que l'UE a montré son vrai visage de dictature absolue. Là où l'Union européenne passe, la démocratie trépasse.
Il serait grand temps que tout le monde s'en rende compte. Quand on ferme une chaîne de télé, on n'est plus vraiment dans une démocratie. Mais ne vous trompez pas, les gens qui nous dirigent vous méprisent.